Et au sommaire cette semaine à suivre, votre feuilleton, nouvel épisode d'un dimanche de campagne, et puis des questions, des doutes et des peurs, Dieu, l'intégrisme, le printemps arabe et l'islam politique en question. L'Europe devenue un colosse au pied d'argile. Les remèdes à tout cela ne sont-ils qu'économiques? Et l'Europe peut-elle rêver d'une renaissance? Avec nous, dans quelques minutes, un retraité de la politique, et en France c'est assez rare, François Léotard. Frédéric Lenoir lui s'interroge dans son dernier ouvrage sur Dieu, mais lequel? Et puis les doutes et les idées de Caroline Fourest. Mais avant cela, une rencontre et un témoignage. Hier, des femmes manifestaient en France. Charlie Hebdo était incendié cette semaine. Les femmes syriennes étaient dans les rues de Homs. Et n'oublions pas la jeunesse d'Iran qui avait donné le la de tout cela il y a quelque temps. Elle s'appelle Golshifteh Farahani. Elle est comédienne iranienne, star dans son pays, actuellement à l'affiche de Poulet aux prunes, le dernier film de Marjane Satrapi, bientôt dans le film de Roche Dizem, le prochain film de Roche Dizem. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus retourner chez elle en Iran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On pourrait faire cette interview en français parce que vous vivez depuis deux ans en France. On va la faire en farsi parce que ce sera plus simple pour vous. D'abord, je voudrais vous poser une question assez simple. Vous avez été la première comédienne finalement à vous rendre pour tourner un film à Hollywood depuis la Révolution islamique. C'est un film avec Ridley Scott et Leonardo DiCaprio. Le film s'appelait Mensonge d'État. Quelques temps plus tard, vous allez, on va le voir à l'image, marcher sur le tapis rouge d'Hollywood sans foulard. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rentrer en Iran? Moi, quand j'ai fini le film, j'ai rentré en Iran comme une folle parce que j'ai pensé que alors le film c'est bien, il n'y a aucun problème. Et j'ai rentré en Iran, j'avais les problèmes le moment que j'ai rentré en Iran. Après faire le film n'était pas même pas sortir. Alors j'avais tous les problèmes. J'étais en train d'aller en Hollande pour faire un autre film. Mais voilà, j'avais tous les problèmes là-bas et les questions c'est que pourquoi tu as fait ce film? Pourquoi c'est une plan de CIA pour détruire le visage d'Islam pour nous, mais tu comprends pas, ils vont changer les choses dans le montage et tout ça. Donc vous êtes interrogé finalement sur les raisons de ce film, mais à cette époque-là, est-ce que vous avez le droit par exemple de sortir du territoire? Non, non pas du tout. Ils ont pris mon passeport et j'étais en Iran 7 mois. Même pour le film à propos d'Eli, mon interrogatoire, il m'a dit alors tu dois aller chez Farhadi, le réalisateur, oui, et dis à lui que toi-même tu veux pas faire le film. Un jour, qu'est-ce qui vous décidez de quitter le pays? Ça se passe comment finalement? Vous avez votre passeport, vous décidez de quitter le pays? D'abord j'ai payé l'argent pour avoir mon passeport. Pour récupérer votre passeport. Oui, juste pour 24 heures. Oui. Pour aller à Londres, pour faire ce film, jusque ça. Mais après, c'était trop tard. Quand j'ai parlé avec le réalisateur, il m'a dit Golshifteh, on a attendu pour 2 semaines, là, c'est trop tard. Alors, vous quittez l'Iran, vous êtes aujourd'hui en exil. Vous êtes devenu finalement par hasard une figure de l'opposition parce que dans votre pays, vous êtes une star et vous ne pouvez plus... Qu'est-ce qui se passe si vous retournez chez vous aujourd'hui? Je sais pas. Personne connaît. En Iran, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de loi. C'est des gens partout qui décident. Alors, quelqu'un dans une ville religieuse qui dit, alors, là, elle a un problème. Et ça, c'est quelqu'un, ça devient loi de l'Iran. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore en contact avec votre famille et comment? Par téléphone, par le net? Oui, par téléphone, mais on sait que les gens écoutent. Des fois, je dis bonjour, vous allez bien? Oh, ça fait longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'incarner finalement cette image de l'opposition? L'image d'opposition, alors moi j'étais une actrice qui travaillait, mais des fois les situations deviennent politiques. Moi je suis devenue politique mon situation était un peu politique. Mais c'est vrai que pour le gouvernement iranien, ils disent quand quelqu'un sort d'Iran, c'est fini. Juste pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui qui a la main sur le pouvoir? C'est Ahmadinejad, le pouvoir politique, ou finalement toujours les mollahs et le pouvoir religieux? Je pense que c'est pas Ahmadinejad, c'est le leader, c'est le supreme leader, Khamenei c'est lui qui décide. Moi, je pense président, c'est toujours, c'est rien, mais c'est des gens même, on le voit pas, on le voit jamais. L'islam aime la musique, aime les comédiennes, aime les actrices. C'est une question un peu caricaturale. Je prends des précautions bien évidemment, mais c'est ce que je lisais. Vous dites qu'effectivement, ce sont des activités compliquées en Iran. C'est très compliqué, mais quand la musique, l'art et tout ça servent l'islam, servent pas islam, l'idée du gouvernement iranien, c'est génial, on aime beaucoup. Mais quand c'est opposition, non, c'est evil, c'est pas bien. Vous avez appris finalement très jeune à
mentir, parce qu'il faut apprendre à désobéir, mais en mentant, le mensonge est quelque chose qui effectivement est utile en Iran pour pouvoir vivre, on va dire, s'accommoder des lois? Bien sûr, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Si moi, mon père, il était quelqu'un dans l'opposition tout le temps. Il avait des livres. On boit, on danse. C'est les choses interdites. On doit savoir comment on doit mentir. Quel message vous adressez finalement aujourd'hui à la jeunesse d'Iran? On a vu qu'effectivement, dans le monde arabe, il y a eu ces révolutions. Aujourd'hui, chez vous, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, c'est la jeunesse iranienne qui a été la première à aller dans la rue, à s'exprimer. Quel message vous avez envie de leur adresser à eux? Pour le gouvernement iranien, ils disent tout le temps, quand quelqu'un il est contre nous et il sort d'Iran, c'est fini. Mais c'est pas vrai. C'est pas fini. On peut faire des choses. On peut... L'art, c'est ça. L'art, ça doit dire les choses, être contre les idées dictatoriales, je sais pas quoi. Et on peut faire les choses. Et je pense, on peut pas. Nous, on était dans la rue pour une autre raison. C'est complètement différent avec les gens dans les pays musulmans sunnites qui sont dans la rue aujourd'hui. On dit le printemps arabe, mais notre printemps, c'est différent. On voulait autre chose. On avait ces 30 ans de religion d'islam. Pour nous, ça suffit. Et l'espoir est encore là aujourd'hui? Vous pensez que quelque chose peut réellement changer, basculer? Des fois oui, des fois non. Pour moi, des fois c'est tout noir. Mais quand même pour nous, des Iraniens, battre, c'est la vie. La guerre, c'est la vie. On doit toujours trouver les solutions. Aujourd'hui, vous le savez, une partie du monde occidental, la France, certains Français craignent, entre guillemets, l'islam politique. Vous trouvez cela vous surprend d'abord, cette crainte de l'islam politique? Je comprends pas exactement. À partir du moment où aujourd'hui, effectivement, il y a eu ces révolutions dans le monde arabe, qui est différent, effectivement, de l'application de la religion en Iran. Est-ce que aujourd'hui, vous comprenez que l'Occident craint parfois cet islam politique-là? Craint, ça veut dire quoi? Craint, peur d'eux. Ah oui, oui. Parce que parfois on caricature aussi l'islam. Caricaturer. Oui, caricature, je comprends. Se moquer. Oui. Je pense islam, quand c'est théocratie, oui, on peut avoir peur de cet islam qui est théocratie. On peut changer même l'islam pour notre idée. Oui, ça peut être quelque chose de très dangereux. Merci en tout cas d'être venu. Vous avez vu, on a fait cette interview en français. Oui, j'avais beaucoup de papillons dans mon... Non, mais voilà, écoutez, les papillons sont envolés et c'était parfait. Merci d'être venu témoigner sur ce plateau. On vous retrouve dans Poulet aux prunes, au cinéma, et bientôt dans le prochain film de Roch Dizem. Vous vivez en France depuis 2 ans. Vous êtes bien en France? Oui. Oui. Très bien. Et vous retournerez un jour en Iran? Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous. Une interview qui fait écho en tout cas à un printemps arabe, source d'espoir, à cet automne qui suscite bien des doutes et des questions. Libye, Tunisie, Égypte. Quel visage aura l'islam politique qui accède ou qui pourrait accéder au pouvoir? Et puis, nous allons également parler de l'Europe, de l'euro, de la crise, de la Chine qui nous aide. Et oui, elle nous aide. Mais pourquoi cela? Avant de retrouver nos invités, c'est la bande-son de la semaine. Merci. Nous faisons confiance aux citoyens, nous croyons dans leur jugement et nous nous en remettons à leurs décisions. La Grèce veut-elle ou non rester dans la zone euro? Il faut une commission de surveillance permanente pour vérifier ce que fait ce pays. Oh, qu'il y ait une Europe organisée, dans laquelle il n'y aura pas les petits et les grands, dans laquelle il n'y aura pas les faibles et les forts, dans laquelle tous, avec égalité de droits et de dignité, on aura fait l'Europe à partir de la communauté. Voilà ce que je voudrais faire. La Syrie est au centre du Moyen-Orient. Nous sommes sur une ligne de faille. Toute action contre nous entraînera un séisme dans toute la région.
En tant que pays islamique, nous avons adopté la charia comme loi essentielle. Et toute loi qui violerait la charia est donc nulle et non avenue. The enduring faith of over 1 billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism. It is an important part of promoting peace. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Et avec nous aujourd'hui, François Léotard, Frédéric Lenoir, qui nous propose une conversation avec Marie Drucker sur qui? Eh bien, sur Dieu. Et puis Caroline Forest. François Léotard, le spirituel a tenu une place importante dans votre vie. C'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, d'une autre manière. Je pense que l'idée de transcendance, je la sépare de l'idée religieuse proprement dite, des religions instaurées. L'idée de la transcendance m'a toujours habité, mais je voudrais la reporter sur l'être humain. Je pense qu'il peut y avoir une transcendance de l'être humain à travers la culture, à travers sa propre réflexion, à travers le sentiment ou le regard qu'il porte sur la mort. Ça peut être une forme de transcendance débarrassée des religions telles qu'elles existent. Vous n'êtes plus un homme politique. J'ai presque envie de vous dire, vous pouvez être encore plus sincère qu'avant. Est-ce que, aujourd'hui, avec le temps qui passe, vous arrivez encore à être optimiste quand vous regardez ce monde qui bouge? Non. Non, parce que, l'expérience de l'histoire humaine montre que quand vous avez des bouffées d'optimisme, d'oxygène, comme c'est le cas actuellement dans les pays arabes, par exemple, nous avons l'expérience, nous savons très bien, et d'autres pays ont cette expérience, il n'y a pratiquement aucune révolution qui ne se soit pas terminée par la terreur. Pratiquement aucune. 48, 89, la révolution bolchevique, etc. Alors, on peut espérer, naturellement, que les choses changent. On peut toujours espérer. Mon naturel pessimisme me fait penser que ça finira de cette manière dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire que les ambitions, les espoirs, les espérances d'un peuple peuvent être trahis par ceux qui ont utilisé ça pour leur propre pouvoir. Frédéric Lenoir est plutôt un optimiste en général. Hein. C'est peut-être Dieu qui vous apporte ça, de travailler à ce point sur cette question. Quelques chiffres pour qu'on comprenne bien. Dans le monde, majoritairement, on croit en Dieu, en un Dieu. Si on compte l'hindouisme, on peut dire que les hindous croient en Dieu. Les 2/3 de l'humanité croient en Dieu. Et parmi le tiers qui ne croit pas en Dieu, ce sont souvent des religions sans Dieu. Mais l'athéisme ou l'absence totale de religion est très très minoritaire. En fait, en France, on a un point de vue un peu faussé, puisque c'est le pays le plus incroyant et le plus séculier quasiment de l'Europe. Et donc, on est finalement dans un monde ici où on ne se rend pas compte à quel point Dieu et la foi continuent d'habiter le cœur de milliards d'êtres humains. En Europe, c'est quoi? C'est 2/3 de croyants? Alors en Europe, c'est 2/3 de croyants. En France, la moitié. Aux États-Unis, 90% des Américains croient en Dieu. Les Européens, les 2/3. En France, 1 sur 2. Donc on est un des pays qui croit le moins en Dieu. Mais alors, derrière Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, dans l'histoire, a-t-on toujours finalement autant besoin d'une puissance divine? Ça nous rassure, nous? Alors, ça nous donne l'espoir d'autre chose finalement? C'est toutes les questions que Marie Drucker m'a posées dans ce livre et qui sont complexes. Et je crois que si on fait un parcours historique très long, puisqu'on part 10 000 ans avant Jésus-Christ, où on voit qu'apparaît l'idée de Dieu ou de divinité, on se rend compte qu'il y a toujours eu un besoin d'être humain d'être rassuré. Et la foi en Dieu, certainement, apporte, rassure, ce que Freud a très bien dit aujourd'hui, mais de manière critique, en disant effectivement, c'est parce qu'on est désemparé, c'est parce qu'on est angoissé, c'est parce qu'on a peur de la mort, qu'on croit en une puissance surnaturelle. Oui. Ça, c'est une lecture, évidemment, critique, mais on s'aperçoit qu'au fond, ça aide à vivre. Et que beaucoup d'êtres humains qui vivent aujourd'hui dans des pays où il y a beaucoup de difficultés, etc., sont joyeux, arrivent à tenir le coup parce que la foi les porte aussi. Le problème des religions monothéistes, c'est qu'elles sont toutes finalement certaines de détenir la vérité. C'est ça qui a effectivement été traduit dans l'histoire. On l'a vu effectivement avec la religion chrétienne et le christianisme durant des siècles. On le voit peut-être aussi également aujourd'hui. L'impérialisme islamiste, voilà une crainte de l'Occident, Caroline. C'est une crainte légitime, pas légitime? Pardon Laurent, c'est pas une crainte de l'Occident, c'est une crainte surtout de ceux qui vivent en dessous. On vient d'entendre un magnifique témoignage d'une comédienne iranienne qui peut pas retourner dans son pays. Je peux vous dire que la jeunesse iranienne, aujourd'hui, est celle qui fait le plus de blagues sur la religion au monde, tellement ils n'en peuvent plus de vivre sous un régime théocratique. Et derrière Dieu, on met aujourd'hui
des choses effectivement très très différentes. D'abord, on met très très peu de spiritualité derrière Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui mettent de la spiritualité, mais la plupart de ceux qui font l'actualité, en Iran, ceux qui ont voté pour des partis islamistes en Tunisie, à qui on a promis qu'ils auraient une femme de plus ou un mouton pour l'Aïd, ceux qui veulent restaurer la charia en Libye pour avoir encore une femme de plus, entre ceux qui veulent en fait retrouver de la domination masculine et qui appellent Dieu à leur secours pour ça, et ceux qui veulent du pouvoir politique tout simplement et qui appellent Dieu à leur secours pour ça, il y a très très peu de place pour la spiritualité. François Letard, est-ce que nous n'avons pas fait de manière caricaturale ce que Al-Qaïda n'a pas réussi à faire, accéder au pouvoir? Est-ce qu'on n'a pas enfanté, avec ces conflits, avec les aides que l'on apporte aujourd'hui dans ces régimes, c'est une question, je le dis bien, caricaturale, des régimes que l'on ne pourrait plus maîtriser dans quelque temps? Oh, je pense que ça sera le cas. Je pense que ça sera le cas. C'est pas grave si c'est eux qui décident, mais ils peuvent décider d'une façon bizarre. Je voudrais rejoindre ce que disait Caroline à l'instant, c'est que il y a dans les trois religions du livre, les trois religions monothéistes, trois craintes tout à fait étonnantes: la femme, la musique ou l'art, si on veut, et la raison. L'alcool, on peut ajouter. Toutes les choses qu'on aime, excusez-moi de le dire, toutes les choses qui sont positives pour l'être humain. Et vous avez cette espèce d'allergie à une part de la vie humaine qui est très belle, qui est très très belle. Cette hostilité à la femme, moi, me consterne, elle me semble tout à fait invraisemblable. Mais c'est l'exégèse et l'interprétation que l'on fait de cette religion qui conduit à ça. Chez les chrétiens aussi, chez les juifs intégristes aussi. Et je trouve ça tout à fait étrange. Je peux juste ajouter un mot sur le printemps démocratique, parce que je crois vraiment qu'on aurait tort de penser qu'on doit regretter quoi que ce soit dans le soutien à l'élan démocratique, et en Tunisie et en Libye, parce que l'après nous plaît moins. C'est deux choses complètement différentes. Quand Kadhafi promettait de noyer dans le sang Benghazi, bien sûr que sur le sol, il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même, et ben il fallait les défendre quand même, parce que nos principes d'universalisme, c'est de refuser la dictature. Et puis la situation n'est pas la même en Tunisie et en Libye. En Libye, c'est un pays tribal, où l'islam est probablement la seule chose qui aujourd'hui peut faire une nation, et honnêtement, je crois qu'ils ne peuvent qu'en passer par là. Mais et la Tunisie, c'est également profondément différent, parce que la Tunisie est un pays beaucoup plus sécularisé, et parmi les gens qui ont voté Nada, peut-être que tous n'ont pas réalisé, n'ont pas voulu le recul de liberté qui va peut-être aller avec, et il y en a d'autres qui vont tenir bon, qui vont peut-être redescendre dans la rue si les islamistes vont aller trop loin contre les droits des femmes. Donc ne soyons pas non plus trop optimistes, trop pessimistes. Il peut se passer des choses encore. Sur deux choses qui viennent d'être dites. Je suis d'accord avec François Léotard sur la femme. Effectivement, on peut dire que les trois religions monothéistes ont une vision négative de la femme et ont opprimé bien souvent les femmes. Je ne suis pas d'accord sur la raison. Et là, je trouve qu'il faut nuancer les choses, parce que on trouve dans tous les courants religieux monothéistes des gens qui ont favorisé la raison. L'essor de la raison est venu aussi, notamment dans l'Occident chrétien, mais aussi à certaines périodes de l'histoire, dans l'islam avec Averroès, avec Maïmonide chez les Juifs. Il y a eu quand même des périodes où la raison et la recherche a progressé. Et regardez, dans le livre sur Dieu, nous parlons aussi de tous ces philosophes qui étaient très religieux, comme Pascal, comme Descartes, etc., qui ont fait progresser la philosophie en utilisant, en étant aussi croyant, en utilisant la raison au service de la foi. Alors après, on s'en est libéré, c'est-à-dire que la philosophie contemporaine s'est émancipée, si vous voulez, de la théologie et donc de la domination politique de la religion, mais on ne peut pas dire qu'il y a opposition entre foi et raison. François Letard. Si vous me permettez, qu'est-ce qu'il y a de raisonnable dans l'histoire de l'Immaculée Conception, de la Vierge qui monte au ciel, du prophète qui monte au ciel? Mais ce n'est pas que ça. Non, bien sûr que ce n'est pas que ça, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas rester. Il faut essayer de développer une rationalité, si j'ose dire, républicaine, démocratique. C'est les Français en partie qui ont inventé la laïcité. Eh bien, revenons à cette racine de notre pays. Bien sûr, c'est dans l'Évangile. Bien sûr, c'est dans l'Évangile. C'est Jésus qui dit, c'est rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Le Christ, il n'a pas parlé des religions, il a parlé de Dieu, ce qui est différent. Revenons, juste. Alors, au printemps arabe, je voulais dire quelque chose par rapport à Caroline Fourré. Et d'ailleurs, je voulais citer une très belle phrase de votre petit livre là, que j'ai lu, où vous dites « Vous êtes un individu, la plus belle conquête de l'homme ». Je trouve que c'est une très belle phrase. Et aujourd'hui, je crois que dans la plupart, comme le disait Caroline Fourré, dans la plupart des pays arabes, beaucoup de gens ont accédé à ce statut d'individu, c'est-à-dire autonome, capable de choisir ses choix de vie, qui a envie de décider de sa vie, et notamment les femmes. Et moi, j'ai très confiance dans les femmes pour éviter que la révolution soit récupérée par les barbus, les religieux, qui vont vouloir remettre une emprise sur la société. On revient sur Terre, je vais dire entre guillemets, avec des questions concrètes sur un colosse au pied d'argile. L'Europe, on a tous fantasmé, rêvé d'une Europe puissante, celle des hommes. Elle est devenue l'Europe des marchés. Aujourd'hui, vous avez été pro-européen, François Letard, vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait de cette Europe? Comment on en est arrivé là finalement? Les politiques l'ont dévoyé, les peuples avaient un passeport européen, avaient cette fierté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous explique? C'est que finalement, dans les 10-15 prochaines années, il va falloir se serrer la ceinture pour sauver l'Europe. Est-ce un projet aussi
intéressant que cela. Non, aujourd'hui, on est au creux de la vague. C'était, dans la génération qui est la mienne, ça a été une espérance formidable. On croyait en cela. Quand il y a eu le petit panneau jaune sur les aéroports, ici Citizen, j'étais le plus heureux des hommes, parce que j'avais le sentiment d'appartenir à une communauté plus vaste que ma communauté d'origine. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'on est allé trop vite, premièrement, dans l'élargissement des vieux peuples, qu'on peut pas rassembler par on a créé un empire sans la guerre, ce qui est formidable d'ailleurs. La guerre, elle avait lieu avant. Mais ce que je veux dire, tous les empires se sont créés à travers de la violence et du sang. Là, c'est pas le cas. Et c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile, naturellement. Mais je crois qu'il faut maintenant continuer à croire à l'Europe et transmettre à la jeunesse les thèses anti-européennes aujourd'hui, anti-euro, anti-européennes, de souverainisme, etc. sont des thèses que j'estime mortifères. Parce que si on recule, eh bien, on disparaîtra en tant que peuple, en tant que France. C'est ça qu'il faut mesurer. Alors vous parliez d'un empire, justement, à gauche on parle de Munich social et commercial, propos tenu par Jérôme Cahuzac, concernant l'intervention de la Chine, effectivement, dans le dossier européen. On va retrouver notre correspondant Alain Chalvron. Alain, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans 13h15. Certains s'inquiètent de voir la Chine racheter l'Europe. C'est une formule qui alimente tous les fantasmes, qui est d'abord assez éloignée de la réalité. Côté chinois, tout cela paraît naturel. Et après les États-Unis, finalement, aujourd'hui, on investit en Europe. C'est aussi simple que ça, ou pas ? Oh non, pas tout à fait. Non, naturellement, les Chinois, s'ils investissent en Europe, c'est que c'est leur intérêt. L'Europe, c'est leur principal marché et un fournisseur a toujours intérêt à ce que son client se porte bien, sinon c'est lui qui devient malade. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. Et on s'est heurté à quelque chose de tout à fait imprévu dans ce pays. C'est une rébellion de l'opinion publique. Des centaines de milliers de Chinois ont exprimé sur Internet, à travers des blogs, à travers des Twitter, des choses comme ça, cette pensée, tout simplement. Mais pourquoi allons-nous donc aider ce club de riches et de paresseux, je mets les deux mots entre guillemets, qui se moquent de nous depuis toujours? On a mieux à faire avec cet argent. Alors évidemment, les dirigeants chinois n'avaient pas prévu ça, et là-dessus est arrivé le psychodrame grec avec référendum, pas de référendum, euro, pas euro. Tout ça a fait très mauvaise impression ici, et aujourd'hui le mot d'ordre c'est wait and see. Attendons et voyons. Caroline, est-ce que l'Europe elle est naïve face aux géants chinois, ou elle n'a pas le choix? En tout cas, tout à l'heure, on parlait d'impérialisme islamiste. S'il y a un impérialisme qui menace aujourd'hui, il est plutôt chinois, effectivement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on n'arrive pas à faire en sorte de trouver une réponse à notre dette européenne qui ne soit pas européenne. On pourrait aller plus vite. On pourrait essayer de faire en sorte que ce fonds de stabilité financière européen lève un impôt européen, profite des millions, des centaines de millions que nous sommes en tant qu'habitants de ce beau continent pour avoir des réserves qui payent notre propre dette. À partir du moment où on ne se donne pas ces moyens-là, oui, on est susceptible d'être beaucoup plus dépendant aux investissements de la Chine. Et puis avec un problème majeur, Laurent, c'est vraiment la perception des peuples aujourd'hui, pas simplement entre le peuple chinois et nous, entre le peuple grec et le peuple allemand. Plus personne ne comprend pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'entraider. Et ça, c'est terrible parce que ça crée une division où les gens finissent par penser que les élites, entre guillemets, ça revient beaucoup, leur volent leur pouvoir de contrôle. Et c'est vrai que l'Europe se construit avec pas assez de contrôle démocratique. Mais ce qui s'est passé là, dans la semaine qu'on vient de vivre, qui est pour moi la pire semaine que l'Union européenne n'ait jamais vécue de son histoire, c'est un divorce qu'il va falloir mettre du temps à expliquer. On n'a pas volé le référendum grec, on n'a juste pas le choix. La Grèce a perdu sa souveraineté en explosant sa dette, et c'est bien pour ça qu'on doit nous réduire notre dette pour pas perdre notre souveraineté. On va parler de la souveraineté dans un instant. Juste, on fait un petit détour par Pékin. Alain Chalvron. Alain, en même temps, la Chine, actuellement, elle vit une période économique, entre guillemets, un peu tourmentée. On va dire que la croissance est moins présente. Oui, tout à fait. Vous savez, la Chine a profité de la mondialisation, mais elle est aussi soumise à la mondialisation. Si l'Europe va mal, si les États-Unis vont mal, eh bien, elle va mal aussi, parce qu'elle vend là-bas, elle importe de là-bas. Tout ça est très, maintenant, interactif, vous savez. Alors oui, la croissance a baissé. Alors on me dirait, elle est passée de 10,4 à 9,1. On s'en contenterait de 9,1. Mais seulement en Chine, quand on tombe en dessous de 8, eh bien, il y a du chômage et des vrais problèmes sociaux. Il y a aussi une baisse de l'industrie manufacturière, il y a une baisse des exportations. Oui, il y a des clignotants. Enfin, on n'est pas encore dans la crise ici. Merci beaucoup, Alain Chalvron. Frédéric Lenoir, le ciment, le socle de l'Europe, c'est la Grèce. Et aujourd'hui, le référendum, c'est Vox Populi, c'est la voix du peuple qui doit s'exprimer. Et on bâillonne le peuple qui pourrait s'exprimer en Grèce. Ça vous trouble pas, vous ?
Très compliqué l'histoire du référendum. Et on voit qu'aucun homme politique grec n'a envie d'un référendum. Parce qu'au fond, les Grecs sont très attachés à l'Europe. 70% des Grecs veulent absolument pas sortir de l'euro. Simplement, ils veulent pas de la cure d'austérité qu'on veut leur imposer. Donc là, il y a effectivement personne. Même ici, on n'en voit pas beaucoup. Donc là, ils sont pris dans cette contradiction. Mais il faut qu'ils changent. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir effectivement une Europe à deux vitesses avec des gens qui font des efforts, qui sont vertueux et d'autres qui ne le sont pas du tout, qui ne payent pas d'impôts, qui trichent. Donc là, il y a évidemment un problème majeur. Mais je voudrais redire un mot quand même, à moins qu'on en reparle tout à l'heure, sur l'action de la civilisation et de l'évolution des civilisations. Parce que je crois qu'il faut qu'on voit qu'à l'échelle de l'histoire des civilisations, on vit une très grande mutation. On a vécu sur la domination de l'Occident sur le monde, qui s'est manifestée de manière très forte à partir de la Renaissance. Et on peut dire que l'Occident s'est projeté entièrement sur le monde avec ses valeurs, avec sa domination économique et sa domination politique. C'est en train de basculer, pas à tous les niveaux, c'est en train de basculer sur le plan économique et politique. Il est évident que dans 20 ou 30 ans, l'Occident ne sera plus du tout dominant sur le plan économique et politique, ça fait partie des lois d'évolution des civilisations. Mais les valeurs, je pense, de l'Europe et de l'Occident, notamment ces valeurs dont on parlait, de liberté de l'individu, d'émancipation de l'individu qui a le choix de mener sa vie, qui n'est plus totalement soumis au groupe, c'est une valeur universelle qui est en train de gagner le monde entier. Et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de dictatures tenables au XXIe siècle. Pour ça, on a encore des idées, mais on n'a plus d'économie en Europe, c'est ça? Oui, mais j'en profite pour vous dire que moi je suis très fier d'être occidental. Non pas par arrogance, non pas par une espèce d'idée qu'on est plus intelligent que les autres, simplement parce que je crois que dans cette partie du monde, dans son histoire, il y a des choses qui ont été inventées, qui sont très belles. Et je citais, vous citez l'individu. Il faut réinventer une renaissance de l'Europe. Est-ce possible et comment? Mais il ne faut pas en vouloir ni aux Chinois, ni aux Brésiliens, ni à qui que ce soit. Ils sont en train de reproduire chacun le modèle qui a été celui des États-Unis au XIXe siècle, avec des taux de croissance énormes, avec de la corruption, avec l'argent roi, etc. Bon, pourquoi pas? On l'a fait, nous. Les Américains l'ont fait, et les Américains, c'était les Européens. Ce que je crois, c'est qu'il faut que nous portions sur nous-mêmes un regard critique. Je ne sais plus quel est l'écrivain antillais, je crois que c'est Raphaël Confiant, qui me disait les 3 derniers génocides qui ont été perpétrés dans le monde, c'est les Européens qui l'ont fait. Que ce soit la traite des Noirs africains, que ce soit la disparition des Indiens d'Amérique, ou que ce soit la Shoah, la disparition des Juifs d'Europe. Et donc ça nous pose quand même aussi un certain nombre de questions. Alors avant de faire un point justement sur ces questions, à qui pourrait profiter, on va dire, ce contexte actuel? Voyons d'abord ce qu'en pensent les Français. Où en sont-ils à 6 mois de la présidentielle? C'est notre feuilleton de campagne. Nouvel épisode de l'Élysée, Matignon, Solferino. À la plume cette semaine, Marie-Pierre Farkas, François-Julien Piednoir et Aurélia Brault. On se retrouve juste après. Les gens qui sont en place, il y a des gens qui n'ont fait que de la politique. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? D'accord? Monsieur Sass, non, je reste là. Alors Hollande, il va se faire des mourants, ça pour être président. Une pâte molle, c'est dur. Oh. Allez, cette semaine on joue à se faire peur. À Solferino, les monstres sortent toujours bien avant la nuit. Ah, voilà monsieur le maire. Vous vous déguisez ou vous vous déguisez pas? Non, je me déguise pas. Naturellement, regardez, je suis déguisé en gros monsieur. Hein? D'habitude dans les Landes, on est plutôt habitué à chasser la palombe que le bonbon. Mais bon. « 40 kilos de bonbons pour 23 enfants, c'est une sacrée recette. Un bénéfice à faire pâlir d'envie n'importe quel gouvernement européen. Et pourtant, on en trouve encore pour se faire plaindre. C'est le seul petit plaisir qu'on a dans l'année, alors... Quelle générosité ces Solferinois. Il faut dire que la commune soigne leur pouvoir d'achat. L'an dernier, elle a baissé les impôts de 25%. On est riche, oui. On est riche parce que, contrairement au gouvernement, on écoute ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire qu'on équilibre nos budgets. Et bon, mais c'est sûr que, en plus de ça, on est relativement aisé. Mais c'est pas un accident, hein. Là, si on devait taxer les produits sucrés, là, vous allez... Là, on est bien là. On est bien. Heureusement qu'ils s'en sont pas pris au bonbon, parce que là, c'était foutu, là. Là, vous voyez, on n'était plus une commune riche, du coup. Hein. C'est foutu. Taxer les bonbons? Mais il manquerait plus que ça. À Nice, c'est plutôt la finance que les altermondialistes veulent taxer.
Encadrés par 12 000 policiers, ils sont à peine la moitié pour leur grande marche. Ils sont tous là pour protester contre le G20 qui se tient pas très loin, à Cannes. Si je pouvais être avec vous, hein. On dirait que ça vous émeut. Ça me fait plaisir. J'ai participé à beaucoup de combats, moi. J'ai 87 ans, hein. Alors j'en ai vu. J'ai vu la guerre, j'ai vu la résistance, l'engagement, et de voir tout ça, ça me fait plaisir. Surtout les jeunes, il faut qu'ils se réveillent maintenant. Ça va mal pour l'avenir. On a 4 enfants, ma fille qui vient de terminer son bac plus 5, elle n'a pas de travail. On lui propose des petits jobs, 3 heures par jour au SMIC. Des petits boulots, on distribue le petit journal là, 3 heures par jour. C'est quand même lamentable. Elle va partir à l'étranger parce que de toute façon en France, il n'y a plus de travail. C'est fini pour les jeunes en France. Vous faites souvent des manifestations comme ça, altermondialistes? C'est la première. C'est la première fois, oui. Mais c'est d'entendre dans notre pays, en Espagne, etc., tout ce qui se passe, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas participer nous aussi et apporter notre grain de sable. À Cannes, les grains de sable de la plage sont plutôt mouillés pour le sommet du G20. Et il n'y a pas que la météo qui est capricieuse. Alors que le grand rendez-vous, préparé depuis longtemps, doit être studieux et serein, que l'on veut y célébrer l'amitié franco-américaine, les plus grands dirigeants de la planète sont forcés de gérer les coups de tonnerre de la crise grecque. Un référendum est annoncé à Athènes et c'est la tempête sur la croisette. Côté public, il faut être sacrément motivé pour assister à la montée des marches. Ou alors invité par l'UMP. Ah, ils viendront plus? Les Saoudiens, ils viennent pas? Oh non. Moi, je voulais voir au Shinta. 12h30, c'est-à-dire. Le ministre vient de venir, mais c'était reporté. Alors, c'est 12h30, vous parlez. 12h30. Je préfère parce que midi. Il y aura l'Arabie Saoudite. Ils ne viendront pas. J'ai une fille de 17 ans qui me dit maman. Par exemple, pour les élections, nous, on discute entre nous et en fait, on ne saurait même pas pour quel parti voter aujourd'hui. Moi, ça me fait vraiment peur pour nos enfants quand ma fille elle me dit ça et que je ne peux pas lui répondre, lui dire quoi que ce soit parce que même nous, les parents, on est un peu perdus. On aimerait bien être un peu plus à l'aise et avoir des choses tangibles à dire à nos enfants, quoi, leur dire ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux pour vous. Non, il ne pleut pas à Matignon, enfin pas à ce moment-là. Marchand de parapluie en Bretagne, c'est plutôt un bon créneau, le genre de filon sur lequel on peut compter en tout temps. Julien ne connaît pas la crise, et pourtant ce n'est pas en rose qu'il voit l'avenir. Il n'y a pas d'articulation, donc si on force, ça casse, alors que là si vous forcez, c'est très souple. Et là on est sur de l'acier, ça rouille, et là on est sur de l'aluminium, ça ne rouille pas. Je suis d'une famille qui n'est pas de gauche, donc je ne voterai pas à gauche. Parce qu'on vote comme sa famille. Oui, non, et puis parce qu'il n'y a aucune... Si, il y a quelques idées de certains qui vont me plaire, mais je me retrouve dans aucun personnage, si vous voulez. Et puis j'apprécie le président actuel, donc voilà. On entend comme ce matin que en banlieue, autour des grandes villes, il y a un jeune sur 2 qui n'a pas de boulot, les moins de 25 ans. Ben ça, c'est un échec de la politique de notre gouvernement, ça c'est clair. Moi j'ai été pourri-gâté, je suis fils unique. Et ben peut-être qu'on a moins la niaque que des jeunes aussi, qui n'ont rien, on a toujours envie plus d'avoir, mais après je suis conscient que oui, c'est une chance, un luxe de pouvoir vivre ici. C'est en Corrèze que François Hollande a entamé son ascension politique. De retour sur ses terres, il révise ses fondamentaux. Une élection, ça se gagne sur le terrain. Et le vainqueur des primaires ne veut surtout pas faire l'effet d'un feu de paille. Pour ça, rien ne vaut le contact direct avec les vaches et les Français. C'est pas le moment de flancher. Non, on flanche pas. On va me soutenir avec la canne, hein. Le G20, Obama, la crise grecque, ça paraît vraiment loin d'ici. Pas un peu trop quand même pour un candidat à l'Élysée? Je ne vais pas venir m'inviter à Cannes au G20 pour faire une protestation.
je ne vais pas non plus pénétrer de force de la conférence pour dire je suis le prochain. Je dois laisser celui qui est aujourd'hui légitime, Nicolas Sarkozy, faire ce qu'il a à faire. Après, je jugerai les résultats. Qu'est-ce qui explique qu'il y en ait eu qui n'ait pas voté pour moi en Corrèze? Les résultats en Corrèze, c'est Hollande pour presque tout le monde. À Tulle, au primaire, il a récolté 94% des suffrages. C'est vraiment le candidat de la Corrèze. Hein. Ouais. Ah oui. Il a fait, comme il l'a dit, il a fait ses armes ici, il a passé ses mandats ici. Voilà. Ne pas le soutenir aujourd'hui, c'est impensable. Impensable, mais pas impossible. À Tulle, les militants UMP continuent de s'accrocher. Quand on dit qu'il n'a pas tenu ses promesses en pleine crise, avec la crise qu'on a connue, une crise qui était pire qu'en 29, il faut quand même faire la part des choses et les Français le feront. Oui, moi je crois. Ils vont prendre conscience. Moi je crois qu'il faut... Vous êtes des résistants, vous? Nous sommes les derniers des Mohicans. Résistant, c'est un grand mot. Dernier des Mohicans et on est étouffé par la vague Hollande, à tel point qu'il est rarement en Corrèze, mais même quand il n'est pas là, il est là parce que les gens ne parlent que de lui. Les gens ne bruissent que de Hollande. Je pense qu'on n'aura pas 2012. Ça sera sûrement Hollande. J'ai peut-être tort, mais moi c'est ce que je pense. Maintenant, c'est pas parce que je suis à l'UMP que je dois pas penser certaines choses. Et je trouve ça très dommage. Très dommage. Pendant que certains se lancent dans une course effrénée à la présidence, d'autres ralentissent le temps. Roger, l'ancien policier breton de 83 ans, adopte la zen attitude. Le tai chi, c'est fait pour oublier la politique. Oui, ça fait oublier la politique. Et c'est super pour les lombalgies, Jean-Marie. Avec ça, t'es guéri. Tu vas être heureux, tu vas voir. Tu vas être guéri. Est-ce qu'il faut conseiller aux politiques de pratiquer le tai chi? Bien sûr, ça ne peut leur amener que... Ça leur ferait du bien. Oui. Ils s'engueuleraient en douceur, gentiment. Non, peut-être qu'ils n'auraient plus envie de s'engueuler, justement. Non, mais justement. Tous font un métier extrêmement stressant et ça pourrait leur amener beaucoup de bien-être et puis les rendre plus heureux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant la pause, le tai chi rend heureux. Donc si nous avons des hommes politiques heureux, ils nous amèneront des réformes qui nous rendront nous aussi heureux. Voilà, ils nous rendront heureux aussi, c'est vrai. Les candidats à la présidentielle succomberont-ils au charme du tai chi? La Grèce va-t-elle être sauvée? Les militants UMP de Corrèze vont-ils retrouver un peu d'espoir? Vous le saurez peut-être dans le prochain épisode de l'Élysée, Matignon et Solferino. Frédéric Lenoir, vous leur conseillez votre livre pour être un peu plus zen aux candidats? Comme le disait Caroline Fourest, c'est vrai que la religion et la spiritualité, c'est pas forcément la même chose. Et je crois qu'on a surtout besoin de spiritualité aujourd'hui plus que de religion. Alors on va parler de 2-3 questions d'actualité avec vous, François Létard, sur une affaire qui empoisonne la vie politique française depuis plusieurs semaines. Vous étiez ministre de la Défense du gouvernement Balladur de mars 93 à mai 95. C'est donc vous qui avez négocié et réalisé les ventes de sous-marins au Pakistan en 1994. Dans l'affaire Karachi, vous estimez que l'arrêt des versements de commissions pourrait être la cause de cet attentat qui a eu lieu et qui a coûté la vie à des Français? Alors, d'abord, je suis fier d'avoir signé ce contrat. C'est moi qui ai signé, personne d'autre. Deuxièmement, le gouvernement qui a fait ça a fait les choses, je dis bien le gouvernement, dans la légalité. C'est-à-dire le versement de commission? Le versement de commission qui était nécessaire, c'était légal et c'était nécessaire. Si il y a des gens qui ont fait autrement, c'est leur affaire morale d'abord personnelle et en même temps devant la justice. Mais je suis de ceux qui pensent que si on n'avait pas fait appel à des intermédiaires, nous n'aurions jamais eu ce contrat et d'autres d'ailleurs. Et d'ailleurs depuis qu'on a arrêté ça, non seulement il y a eu ce terrible attentat qui fait penser à la sympathie que nous devons avoir pour les familles des victimes, mais il y a aussi cette réalité qu'on ne vend plus rien. Ça a été un éclat de rire général à Moscou, fallait pas arrêter les commissions, Moscou, à Washington, finalement. À Pékin, parce qu'ils ont dit mais les Européens ils sont complètement fous. Ça veut dire qu'il ne fallait pas arrêter les commissions, le versement. Mais bien de sûr que non. Bien sûr que non. Et on a provoqué. Alors il y a certainement d'autres causes qui apparaîtront petit à petit. Je suis tout à fait convaincu que les choses vont avancer dans le domaine de la clarté. Autre question, vous étiez au courant qu'il y avait des rétro-commissions? Pas du tout.
Jamais. Pas du tout. Et il faudrait que ceux qui le disent arrivent à apporter naturellement la preuve. Si c'est le cas, alors il faut que naturellement la justice soit impitoyable. Si c'est le cas, ben, on le verra. Je veux dire, pourquoi on est tout le temps comme ça sur l'instant? Vous avez deux juges d'instruction qui sont très bien. Tout à fait bien. Je ne sais pas pourquoi les Français n'aiment pas leur juge d'instruction. Et puis, vous avez été entendu comme témoin? Oui, comme témoin. Vous serez à nouveau entendu? Ben, j'en sais rien, mais je le souhaite d'une certaine manière, parce que je veux dire, tout ce qui peut contribuer à la vérité va chasser ce vent tout à fait délétère qui pèse sur la vie publique française. Le gouvernement de l'époque peut être fier de ce qu'il a fait à ce moment-là. Alors, parlons également d'une autre question. Est-ce que vous avez été au courant, finalement, que ces rétrocommissions auraient pu alimenter la campagne présidentielle d'Édouard Balladur? Écoutez, on m'a souvent et suffisamment fait le reproche de ne pas avoir fait assez de politique à ce moment-là, et j'avais une raison majeure. J'ai toujours pensé que l'armée, dont j'étais le responsable, devait être tenue à l'écart des problèmes politiques, y compris des alternances. Je crois qu'il ne faut pas mêler les choses. Nous avons un système républicain qui fait que les forces de police, les forces de gendarmerie, l'armée ne doivent pas être politisées. J'ai tenu à ce principe, et donc j'ai participé sur le plan politique, naturellement, à la campagne, sur aucun autre domaine. Alors, ça veut dire que vous n'avez jamais entendu parler de cela? Ah non, jamais. Et même, moi, je découvre aujourd'hui des choses qui sont assez stupéfiantes, à vrai dire. Stupéfiantes, comme vous dites. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau aujourd'hui, fin de 13h15 le dimanche. C'était en direct, comme chaque semaine. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Frédéric Lenoir, entretien avec Marie Drucker. Dieu, chez Robert Laffont. Habitar et Sekoum, François Léotard. Merci d'être venu nous voir. Caroline, à bientôt. On fera le point bientôt avec un club de la presse tous ensemble. Ce soir, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas une question à lui poser? Que vous le receviez avec Vincent Lindon, avec lequel j'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Je parle de Vincent Lindon. Ah, d'accord. Il était très heureux de vous revoir, de parler avec vous, en qui il a une grande confiance. Je parle de vous. De Vincent Lindon, vous me parlez? Et de vous. Et bon, d'accord, effectivement. Bah, écoutez, on verra ça ce soir. Il sera accompagné de Marie Gillin pour parler effectivement du dernier film de Philippe Lioré. Puis avec Valéry Giscard d'Estaing, on parlera bien évidemment d'Europe et de cette Europe qu'il a voulu, qui ne ressemble probablement pas à celle qu'il aurait souhaité. À très bientôt.